Le troisième organe que l'on écoute très volontiers, mais avec l'autre pavillon pour lequel il n'y a pas de membrane, donc il faut que vous tourniez votre stéthoscope, ce sont les axes vasculaires. On peut écouter ces axes vasculaires au niveau de l'aorte abdominale, des artères cervicales, et ça doit être fait de façon systématique, par exemple chez quelqu'un qui fait un accident vasculaire cérébral, mais vous devez le faire de façon systématique. On peut l'écouter aussi au niveau des sous-clavières, des fémorales, pour rechercher des arguments pour une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, au niveau rénal, et c'est un peu plus difficile, et au niveau carotidien. On recherche un souffle qui va traduire la présence d'un rétrécissement du vaisseau. Enfin, vous utilisez aussi cet aspect tous les jours qui permet d'entendre un souffle vasculaire lorsque l'on recherche à faire avec un tensiomètre la tension artérielle du patient. On va voir la tension artérielle systolique qui est la tension à laquelle on voit réapparaître le bruit tensionnel. Et puis, lorsque l'on continue à laisser l'air partir du tensiomètre, on voit disparaître au bout d'un certain temps le souffle. Et là, on a la tension artérielle diastolique. Je répète que lorsque l'on finit l'examen d'un organe, on va émettre une petite conclusion. Par exemple, pour le cœur, pas d'insuffisance cardiaque droite, pas d'insuffisance cardiaque gauche, pas de douleur thoracique, qui sont les éléments les plus importants. Pour la gastro-entérologie, pas de trouble du transit, pas d'insuffisance hépatique, d'hypertension portale ou de douleur abdominale. Bien, maintenant on considère que vous avez fini l'examen clinique. Vous allez vous-même vérifier sur, par exemple, l'application isémio.org ou sur un livre que vous auriez de sémiologie que vous n'avez rien oublié. Après, un élément important et qui est souvent gênant pour vous, c'est de discuter de l'intérêt d'un signe clinique qui va dépendre de sa sensibilité. Par exemple, dans l'appendicite, vous avez de façon constante une douleur abdominale. Pas de douleur abdominale, pas d'appendicite. Eh bien, vous apprendrez qu'il y a dans, par exemple, l'insuffisance cardiaque, une dizaine ou une quinzaine de signes pour sa forme gauche. Eh bien, certains sont constants, donc sont extrêmement importants, alors que d'autres peuvent témoigner de l'existence d'une forme grave, par exemple le signe de Harzer, H-A-R-Z-E-R, qu'on ne retrouve que dans les formes très graves d'insuffisance cardiaque droite. Donc, le fait qu'il ne soit pas présent ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'insuffisance cardiaque droite. Il y a bien entendu la spécificité, et il y a un certain nombre de signes qui sont présents dans plusieurs maladies, ou d'autres qui n'existent que dans un élément particulier. Par exemple, retrouver le signe de la SEG, qui est le fait d'élever la jambe et de reproduire la radiculalgie dont le patient se plaignait. Et vous irez voir pour cela le cours sur douleur des membres inférieurs, va être tout à fait pathognomonique de l'existence d'une sciatique par hernie discale. Le terme pathognomonique veut dire que ça suffit pour affirmer le syndrome ou la maladie. Donc c'est un signe extrêmement important et malheureusement il en existe peu. Donc tout ça pour vous dire qu'il existe une science des signes cliniques et qu'il va falloir discuter après. Vous verrez lorsque vous commencerez les examens des patients sur la valeur d'un signe ou de plusieurs signes. Ça s'appelle la sémiologie fonctionnelle et elle est souvent très peu en dehors du caractère pathognomonique expliquée dans les livres et dans les cours. Donc après avoir fait l'examen et vérifié qu'il soit complet, vous allez émettre des hypothèses qui vont dépendre bien sûr du motif pour lequel le patient vient,
Et vous allez émettre ces hypothèses en les classant par ce qui vous semble être le plus probable, par exemple avec l'interrogatoire, les éléments d'âge, de sexe du patient. En effet, l'anamnèse, c'est-à-dire les éléments de l'histoire de la maladie, vont être déterminants pour classer les hypothèses et les rendre plus ou moins probables. Il est bien entendu qu'une maladie qui n'est décrite que chez les femmes ne peut pas se retrouver dans les hypothèses s'il s'agit d'un homme en face de vous. Ou de la même manière que vous ne pouvez pas émettre l'hypothèse d'un paludisme alors que le patient n'a jamais été dans un territoire impaludé ou dans une zone proche d'un aéroport où parfois il y a des paludismes. De la même façon, vous ne pouvez pas évoquer la maladie de personnes âgées alors qu'il s'agit d'un enfant. Est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit, chez vous, d'évoquer l'infarctus du myocarde devant une douleur thoracique alors que vous êtes très jeune? Ça existe, mais c'est très inhabituel. Alors que si vous êtes devant quelqu'un qui est âgé, qui a des facteurs de risque, évidemment, devant une douleur thoracique, ça deviendra quelque chose d'important. Alors on va aussi s'aider du contexte. Certaines douleurs vont apparaître de façon chronique alors que d'autres vont être très aiguës. Par exemple, la douleur d'embolie pulmonaire est très aiguë, généralement, brutale, alors que d'autres vont être beaucoup plus chroniques. Les œdèmes, je vous ai montré qu'ils étaient classés et je vous rapporte au cours, ils peuvent être diffus, localisés. Et enfin, la présentation sémiologique que vous allez recueillir, le patient va vous raconter quelque chose et bien entendu, la douleur qui est présentée par quelqu'un qui a un syndrome coronarien est totalement différente de la douleur de quelqu'un qui a une dissection aortique ou par exemple aussi une péricardite. Pour aller plus loin dans l'exemple, la douleur typique du syndrome coronarien aigu, ou SCA, elle est constrictive, médiothoracique ou basithoracique gauche. Elle est en barre, déclenchée généralement par l'effort. Elle a l'impression de, donc, constrictive veut dire qu'on appuie dessus et elle a souvent une irradiation vers le bras gauche ou vers la mâchoire ou les cervicales. Alors que la douleur de péricardite, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une douleur rétrosternale, elle aussi, mais qui n'est pas du tout influencée par les efforts, qui n'est généralement, ne donne pas d'irradiation, mais va être augmentée à l'inspiration profonde, augmentée lorsqu'on est allongé et calmée lorsqu'on est en position demi-assise. Parfois, on entend un frottement péricardique, mais qui peut manquer et qui est labile. Enfin, on a évoqué la dissection thoracique, c'est une douleur qui est très intense, d'emblée, brutale, qui est déchirante, qui est transfixiante, qui veut dire qu'elle va aller de l'avant vers l'arrière. D'emblée, elle va être dorsale, et puis avec les quelques heures qui vont venir, elle va descendre puisque la dissection de l'aorte continue. Donc vous voyez que vous allez avoir des aspects, des présentations de douleurs thoraciques qui vont vous orienter avant même que vous demandiez les examens complémentaires. Il est très important de comprendre que c'est votre sémiologie et votre interrogatoire, quand il est possible, qui vont déclencher les examens complémentaires en fonction des hypothèses. Ça ne doit être demandé que quand c'est nécessaire. Si vous avez le diagnostic déjà et qu'il n'est pas nécessaire de faire des examens complémentaires, ça n'est pas la peine de les faire. Les examens complémentaires, c'est d'autres sémiologies, biologiques, radiologiques. Quand on est devant une situation, c'est-à-dire un problème ou un motif pour lequel le patient vient, vous allez vous rendre compte que les cours que nous vous fournissons font de l'ordre de 40, 50, 60 diapos, qu'il est absolument difficile de se souvenir lorsque l'on est devant un patient. Donc, l'idéal, parce que c'est très important d'évoquer chacune des causes qui étaient dans ce cours,
est de simplifier, et vous verrez sur la diapositive suivante, je vous ai proposé des causes simplifiées sur une seule diapo, en y mettant à côté, généralement à droite, la sémiologie, les signes qui sont les plus importants pour faire le diagnostic de cette cause. Si ça n'est pas déjà fait comme dans mes cours, je vous propose d'utiliser par exemple l'anatomie, la physiologie, quelque chose que vous connaissez déjà et qui vous permettra de retenir l'ensemble des causes avec beaucoup moins d'efforts à faire.